Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette session sur le thème de l'IoT. Donc c'est une session qui est technique dans la track technique avancée qu'on appelle Deep Dive. Je précise parce qu'on va aller assez rapidement sur certains concepts de base AWS. Donc si jamais vous n'auriez pas un profil technique ou que vous démarrez sur AWS, n'hésitez pas, il est encore temps, vous pouvez basculer sur d'autres sessions. Je peux vous faire fuir, on n'est déjà pas nombreux, donc restez si ces sujets-là vous intéressent. Je m'appelle Rudy Kroll, donc je travaille dans les équipes AWS depuis maintenant à peu près 3 ans en tant que Solutions Architect, avec donc une spécialité sur les technologies IoT. Donc je ne serai pas tout seul à parler ce matin parce que je vais être accompagné par 2 personnes et notamment en conclusion on aura la participation de notre partenaire Intel avec Jamal El-Youssefi qui va nous présenter certaines solutions que Intel peut vous apporter pour vous aider à mettre en œuvre vos plateformes IoT. Utilisant notamment Greengrass. Et puis je vais laisser très rapidement la parole à Alexis Duret de la société Alizent avant de rentrer dans le vif du sujet d'AWS IoT et de Greengrass. Donc Alexis qui est directeur général de Alizent, une filiale d'Air Liquide, qui va venir nous présenter un peu les différents enjeux en termes d'IoT qu'ils sont rencontrés et la plateforme qu'ils ont bâtie, et notamment il va revenir sur les différentes les principes qui les ont amenés à choisir AWS IoT pour implémenter cette plateforme. Voilà, donc je vous remercie d'accueillir Alexis. À toi la parole. Merci Rudy. Donc effectivement, moi dans cette session technique, je suis le non-technicien, mais je vais vous expliquer pourquoi d'un point de vue métier, nous on est parti sur AWS et ce qu'on en attend. Donc Alizent, comme Rudy l'a introduit, c'est une filiale d'Air Liquide. Très brièvement, Air Liquide, c'est quoi le métier? Le cœur de métier, c'est de prendre l'air qui nous entoure, de le séparer par distillation à très basse température, on appelle ça distillation cryogénique dans des usines, donc on a des usines, et ensuite de le distribuer. Alors cette distribution, elle peut être par des pipelines, donc pour les raffineries ou pour les grands chimistes qui ont besoin de beaucoup de gaz, on leur envoie directement par un pipeline. Elle peut être sous forme de liquide, donc le gaz, l'oxygène ou l'azote reste très froid, et il est donc liquide, et on le distribue comme Total distribue de l'essence dans des semi-remorques. Et ensuite, c'est stocké dans des réservoirs chez les clients. Et par exemple, si vous allez à l'hôpital, vous verrez souvent, il y a un réservoir air liquide. Dedans, il y a de l'oxygène liquide qui ensuite est diffusé dans l'hôpital. Et puis pour les clients qui consomment beaucoup moins de gaz, par exemple un soudeur ou un plombier, là, c'est distribué dans des bouteilles. Donc, on a 20 millions de bouteilles de gaz qui tournent à travers le monde. Donc, c'est beaucoup d'actifs, des assets. Et ces actifs, la mission d'Alizent, c'est de les connecter. Donc, évidemment, ils sont de taille très variée. Connecter une usine avec un système SCADA, des systèmes de suivi de production, c'est une chose. Suivre une bouteille qui tourne, là, on est plutôt dans le monde du tracking. Et puis, entre les deux, il y a tous ces actifs qui appartiennent à Air Liquide, ces réservoirs ou autres, qui sont chez nos clients à travers le monde. Et donc là, c'est intéressant de les suivre à distance. Donc c'est ça la mission d'Alizent. Et pour être sûr qu'on est pertinent pour Air Liquide, on travaille également pour d'autres industries qui ont des problématiques assez similaires. Par exemple, l'industrie du gaz propane, butane. Et ils ont également des bouteilles qui tournent, donc ça ressemble à ce qu'on fait. L'industrie de la bière, il y a des fûts qui tournent. L'industrie de l'aluminium, ils ont des process qui nous ressemblent, etc., etc. Alors cette histoire de suivre en fait des installations distantes, elle n'a pas commencé avec les nouvelles techno IoT qui sont apparues ces dernières années. Elle a commencé il y a déjà 20 ans en fait, voire 25, avec l'émergence des réseaux mobiles en fait. Et donc on a aujourd'hui déjà dans la nature plus de 25 000 unités de télémétrie donc, qui permettent de suivre ces réservoirs qui ne sont pas intelligents en eux-mêmes, ils ont été construits il y a des dizaines d'années, donc ils ne sont pas connectés nativement, ou des petites usines, ce qu'on appelle des on-site, donc c'est des mini-usines qu'il y a chez certains de nos clients, qui sont évidemment sans personnel, et donc c'est intéressant de les suivre à distance. Donc on a une gamme d'équipements qui permet de les connecter. Ça passe par des réseaux anciens, donc certains sont encore en filaire, d'autres sur les technos 2G et un peu de 3G. Et puis aujourd'hui ça va dans tout un système de plateforme qui est sur base régionale, donc tout ça c'est mondial, donc on en a en gros une par continent, c'est on-premise,
Et dans une première étape, on fait tout ce qui est gestion des devices, tout ce qui est gestion des messages, donc toutes les tâches, on va dire, plus techniques de bas niveau, avant d'envoyer des données nettoyées dans les systèmes à valeur ajoutée, qui permettent, par exemple, de suivre le niveau de gaz dans les stockages et de scheduler toute la livraison pour remplir ces réservoirs, ou alors, dans le cas de ces mini-usines, de s'assurer qu'elles fonctionnent bien et de, là encore, planifier des opérations de maintenance. Donc ça, c'était l'existant, on va dire, il y a 2-3 ans. Et donc l'IoT là-dedans, ça vient un peu changer le paradigme, parce que finalement, ces gros équipements, il y avait un rationnel économique à les connecter avec toutes ces technos qui sont quand même encore assez coûteuses. Mais cette base de coûts, elle est en train de baisser. Donc les 3 grands drivers qui font baisser les coûts, d'abord, c'est le prix de l'électronique qui baisse année après année. Donc faire ces équipements pour connecter des machines, c'est de moins en moins cher. C'est le coût de l'informatique. Donc évidemment, on n'est pas là par hasard. Donc on sait bien que stocker dans le cloud, en tout cas, il y a un coût d'entrée qui est bien plus faible que stocker on-premise. Et puis, c'est les nouvelles technos télécom, donc dite Low Power One, donc Sigfox et LoRa dans sa déclinaison LoRaWAN, telle qu'opérée par Bouygues par exemple, ou dans sa déclinaison Local Area Network, donc les réseaux privés LoRa qu'on peut établir. Donc d'un seul coup, ça baisse le coût des communications, puis aussi le besoin d'énergie qu'il y a sur ces réseaux-là. Donc on peut faire des appareils beaucoup moins chers. Et donc pour nous, ça a ouvert toute une gamme en fait de nouveaux devices qu'on peut connecter. Je ne vais pas tous les détailler, mais on passe, on va dire, d'une volumétrie de quelques dizaines de milliers de gros équipements que ça valait le coup de connecter à potentiellement des centaines de milliers, voire le jour où on ira jusqu'au bout de la logique, et où chacune des bouteilles d'air liquide communiquera des dizaines de millions. Donc évidemment, l'infrastructure qui avait été bâtie il y a 25 ans, elle n'était pas faite pour ça. Et on a tout repensé. Donc on a repensé les choses en repartant de l'objet déjà pour s'assurer qu'on puisse avoir une nouvelle génération de ce qu'on appelle des télémétries, enfin des unités de télémétrie, mais qui soient aussi des concentrateurs, donc une gateway, puisqu'en fait, même si c'est moins cher les technos type Sigfox, LoRa, avoir une communication sur chaque objet, ça reste coûteux, donc c'est intéressant de pouvoir concentrer en réseau local des petits objets pour ensuite envoyer une seule communication. Ensuite, le recours donc, aux nouvelles technos, j'ai cité Sigfox, LoRa et la 4G, donc nouvelles techno communication. Et pourquoi pas demain les variantes 5G, LTE ou autres quand elles seront prêtes. Et ensuite, donc de reconstruire complètement l'architecture IT qu'il y avait en back-end. Et donc on a mené un appel d'offres en restant assez ouvert. Donc on avait des solutions cloud, des solutions plutôt propriétaires, des logiciels différents. Et finalement, donc on a sélectionné AWS, donc avec une architecture où on se repose vraiment sur la couche de services IoT pour tout ce qui est vraiment les opérations techniques de connexion. De nouveau, on va retrouver cette notion de device management, de sécurité, de traitement des messages entre guillemets bas niveau. Et au-dessus, utiliser l'environnement AWS pour construire des solutions qui, eux, ont déjà plus de valeur métier, donc sont plus liées à la nature de l'objet connecté, qui forcément sont à développer par nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas de solution toute prête qui répondrait aux besoins d'Air Liquide ou de nos autres clients. Et puis après, avec une couche d'API pour donner accès au système à plus forte valeur ajoutée métier derrière. Donc ça, c'est la nouvelle architecture. On a démarré ce projet il y a 9 mois à peu près. Donc il a fallu faire monter en compétence nos équipes sur cette technologie AWS Serverless. Et puis la plateforme maintenant est prête et on commence à migrer dedans le legacy et puis à faire des proof of concept sur des nouveaux objets qui n'étaient pas connectés avant. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous AWS, Donc déjà, le choix d'AWS, il a été fait par Alizent, mais conjointement avec le département traditionnel IT, on va dire, d'Air Liquide. Donc c'est aussi un choix groupe Air Liquide. Donc on travaille main dans la main là-dessus. Nous, ce qu'on y cherchait, c'était vraiment l'aspect global. Donc les solutions dont je vous ai parlé, c'est les mêmes en Chine, au Canada, en Europe ou au Moyen-Orient et aux États-Unis évidemment. Donc il fallait une solution qui soit mondiale. Donc ça, c'était un des points très forts. On cherchait une sécurité, vous avez tous entendu parler
des divers incidents de sécurité. Donc, très forte contrainte autour de la sécurité des objets connectés. On voulait quelque chose qui soit nativement secure. La scalabilité, pour nous, c'est fondamental parce que finalement, tant qu'on n'a pas essayé de connecter quelques objets, on n'est jamais sûr du business case. Et donc, il fallait une solution qui puisse marcher à faible coût pour connecter 100 objets pour essayer, mais si ça marche, qu'on puisse scaler géographiquement et en volume très rapidement. Et puis le fait que la plateforme AWS IoT arrive avec tous ses connecteurs natifs, avec typiquement des technos comme Sigfox ou LoRa, pour nous, c'est du temps gagné. Ce qui a joué aussi dans la raison de notre choix, c'est la qualité du support qu'on a eu d'AWS. Donc ça a été important. C'est des technos nouvelles. Pour tous les gens qui travaillaient depuis 25 ans sur d'autres technos plus traditionnels, c'est quand même un vrai gap à franchir. Donc la qualité du support était vraiment importante et a été très appréciée. Et puis finalement, cette architecture PaaS serverless, pour nous, c'est un bon compromis entre le make or buy. Donc il y a toujours ce grand débat au sein des groupes français entre le make or buy. Donc on voit bien qu'avec Alizent, le fait qu'Air Liquide ait une filiale dédiée à ça, il y a un choix de ne pas externaliser complètement. Mais en même temps, on ne veut pas réinventer la roue et refaire tout. Et donc finalement, le fait d'avoir cette couche de services IoT embarquée déjà dans la plateforme AWS, pour nous, ça permet de ne pas redévelopper ces couches entre guillemets bas niveau qui n'ont rien de spécifique à Air Liquide et tout de suite se mettre au-dessus, là où il y a de la valeur métier. Et donc ça nous paraît un choix pertinent. Voilà, en introduction, pourquoi on est parti avec AWS. Merci Alexis pour ce témoignage vraiment très intéressant. Donc du coup, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ce dont on parle concrètement quand on parle d'IoT sur AWS. Et aujourd'hui, l'offre IoT, elle s'articule principalement donc autour de 3 piliers qu'on voit ici. Donc on retrouve sur la gauche les fameux objets connectés. Donc ça va du simple microcontrôleur jusqu'au téléphone mobile qui peut être vu comme un objet connecté dans certains contextes. L'objectif de ces objets, évidemment, c'est de capturer un maximum d'informations à travers les senseurs et donc d'en générer de la donnée, des données qui sont transmises sous forme de messages à ce pilier cloud qui a une position centrale et de par sa position joue le rôle vraiment d'orchestrateur. Donc c'est lui qui va recevoir et aussi envoyer les messages sur les objets, mais aussi transmettre toute cette information, toute cette donnée sur le pilier d'intelligence. Ce pilier, c'est là où on va avoir effectivement tous les services qui vont vous permettre finalement de répondre aux enjeux métiers de vos projets, parce que le projet IoT en tant que tel, c'est pas juste de connecter les objets sur le cloud, c'est vraiment de tirer de la valeur métier, du sens à toutes ces informations. Et c'est là où, du coup, on va utiliser des services d'analytics, notamment, qu'on retrouve sur AWS, que ce soit de l'analytics en mode batch, interactif, ou même en temps réel, voire même jusqu'à utiliser des services de machine learning, d'intelligence artificielle qui vont permettre réellement d'injecter de l'intelligence dans le système et donc à nouveau pouvoir interagir avec les objets pour déclencher des actions dans le monde réel, dans le monde physique, encore une fois en passant par ce pilier cloud. Donc ce pilier cloud, vous l'aurez compris, c'est AWS IoT. Donc c'est le service qu'on a sorti il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'est un service qui est complètement managé. Donc on parle aujourd'hui d'approche serverless. On est vraiment dans cette philosophie avec AWS IoT au sens où pour créer vos ressources d'infrastructure dont vous avez besoin pour vos projets IoT, vous aurez la possibilité d'utiliser les API d'AWS IoT et de pouvoir créer toutes ces ressources sans jamais avoir à créer et gérer des machines virtuelles. Tout ça est complètement abstrait et géré par le service. Et le service va gérer du coup nativement toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en termes de haute disponibilité, de scalabilité et de sécurité. On parle aussi beaucoup de sécurité évidemment dans le monde de l'IoT. Donc globalement, ce service IoT, on l'a vu, il va permettre de jouer ce rôle d'orchestration, donc être capable d'établir des connexions avec les différents objets connectés. Ou, comme l'a dit Alexis en introduction, on peut très bien avoir 10 objets au démarrage pour prototyper, mais on peut très vite, dans certains contextes, monter à plusieurs millions d'objets et donc être capable de gérer toutes ces connexions en simultané. C'est là la force d'AWS IoT, c'est d'être capable de scaler sur le nombre de connexions et aussi de scaler sur ce qu'on voit au centre, là, le Device Gateway, qui est au cœur du service, qui est en fait le broker de messages, le broker MQTT, qui va permettre donc de récolter, de recevoir et d'envoyer des messages. Et lui aussi, il se doit d'être scalable et il est capable de gérer, de traiter des milliards de messages.
C'est vraiment au cœur du service. Et derrière, on l'a vu, dans son rôle d'orchestrateur, ce service va utiliser une fonctionnalité qu'on appelle le Rules Engine, qui va vous permettre en fait de créer des actions, de configurer des règles, qui va permettre de définir quelles sont les actions que je veux déclencher en fonction des messages qui vont arriver et du contenu de ces messages, à savoir est-ce que je dois renvoyer un autre message à un autre objet ou est-ce que je dois donc envoyer le message dans un des services AWS qui va me permettre derrière d'implémenter tous mes besoins en termes d'analytics notamment. On voit aussi ce qu'on appelle le device state. On va rentrer dans le détail de ce qu'on appelle le device shadow. En gros, c'est la capacité pour vous d'avoir un double virtuel de chacun de vos objets connectés. Donc ça va permettre de plus facilement interagir avec les objets. C'est-à-dire, même si les objets ne sont pas connectés à un instant T, vous aurez la capacité à tout moment de connaître leur dernier état connu, en tout cas. Et puis, si besoin aussi, de changer leur état, toujours en passant par cette couche, ce data store qu'on appelle le device shadow. Ah, donc je vais rentrer plus en détail dans les différents composants du service et en commençant par le plus important, c'est la sécurité et la gestion des connexions avec les objets connectés. Donc comme Alexis l'a dit en introduction, il y a différentes possibilités de connectivité des objets connectés sur AWS IoT. Le premier plus simple, c'est la connexion directe. Donc dans le cas où l'objet a déjà une connexion Internet, que ce soit à travers un réseau satellite, Wi-Fi, 3G, 4G, bientôt donc la 5G, l'objet va avoir la capacité de pouvoir se connecter directement sur les endpoints publics exposés par AWS IoT. Si ce n'est pas le cas, si l'objet passe par une gateway, donc que ce soit une gateway déployée par vous-même en local sur vos sites de production ou une gateway, comme on l'a vu, fournie par un provider type LP1, dont Sigfox et LoRa dont on a parlé en introduction, dans tous les cas, vous aurez la capacité de vous connecter derrière avec AWS IoT, soit à travers un connecteur natif, ce qui est le cas aujourd'hui sur Sigfox, soit à travers une configuration qui va être possible, configurable sur le portail du provider LoRa typiquement. Aujourd'hui, il y a 3 protocoles qui sont supportés par AWS IoT. Le premier tout à gauche, c'est MQTT et c'est vraiment le protocole qu'on va recommander. Pourquoi ? Parce que c'est un protocole qui est vraiment très intéressant dans l'écosystème IoT parce qu'il est plus léger et performant et donc il va vous permettre de réduire les consommations notamment en énergie et en bande passante parce que le protocole est beaucoup plus optimisé. Tout à droite, vous avez le protocole HTTP standard. C'est finalement ce que vous retrouvez quand vous utilisez la plupart des services AWS à travers l'API REST, donc sur HTTP. Et au milieu, en fait, vous avez un peu l'entre-deux-mondes. Donc c'est la capacité d'avoir du MQTT, mais sur du WebSocket. Donc le protocole sous-jacent, c'est bien du HTTP, mais en mode WebSocket, qui vous permet d'avoir un mode de communication avec les objets en mode Publish-Subscribe, donc de pouvoir interagir en mode plus temps réel avec les objets. Ce qu'on voit ici sur ce tableau, c'est qu'il y a plusieurs méthodes d'authentification. À savoir que quand on utilise MQTT, l'authentification va reposer sur l'utilisation de certificats clients. Là où pour les autres protocoles, donc qui reposent sur HTTPS, on va utiliser le même mécanisme d'authentification que pour tous les autres services AWS, c'est-à-dire qui reposent par les credentials, donc les fameuses clés, les access secret keys, qui vont permettre de signer chacun des appels sur l'API AWS IoT. Ce qu'on voit aussi, c'est que peu importe le protocole utilisé, ici, en termes d'autorisation, on va utiliser toujours le même mécanisme qui repose sur les policies AWS. Les policies, ça ressemble à ça. C'est un document JSON qui va vous permettre de définir très précisément les actions que vous allez autoriser ou non aux objets connectés en termes d'accès aux ressources AWS IoT. Typiquement, les topics MQTT sur lesquels les objets vont pouvoir publier et souscrire pour pouvoir envoyer et recevoir de l'information. Donc ici, on a un exemple très simple. On va donner la permission à un objet qui va se connecter avec un certificat de pouvoir se connecter et de publier sur certains topics. Et on voit que le nom de ces topics auxquels on autorise la publication de messages, c'est un nom qui va être composé entre autres par un attribut qui va être fourni
par le certificat du client au moment où il se connecte. Ça permet de garantir que chaque objet ne va communiquer et publier de la donnée uniquement sur les topics qui le concernent et non pas un topic MQTT qui serait dédié à d'autres objets. Donc j'ai beaucoup parlé de certificats, c'est effectivement un des enjeux majeurs quand on parle d'utiliser AWS IoT et d'utiliser le protocole MQTT. Donc ça pose la question de comment est-ce que je génère et j'installe ces certificats sur les objets connectés dans le processus de fabrication de mes objets. Alors une des premières possibilités, c'est d'utiliser AWS IoT pour générer des certificats. Ça, on a la possibilité, et je vous le recommande, dans le cas où vous voudriez tester, prototyper, vous pouvez facilement générer un certificat sur AWS IoT, vous téléchargez le certificat et la clé privée que vous installez sur l'objet, et à partir de là, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des messages. Ça, c'est très bien, mais c'est pas adapté dans un mode de déploiement industriel, notamment parce qu'on va faire passer une clé privée sur le réseau. Donc pour ça, il y a plusieurs approches possibles pour justement améliorer les choses en termes d'installation des certificats. La première, c'est de se dire, alors là, ici on imagine donc votre usine de fabrication d'objets connectés et ici donc AWS IoT. Le principe, ça va être de générer la paire de clés, donc clés publiques, privées, sur le site de fabrication. Et dans le processus de fabrication de l'objet, faire un appel à AWS IoT pour générer le certificat. Et là, dans ce cas-là, on va utiliser l'autorité de certification d'AWS. Et en retour, donc, AWS va vous renvoyer un certificat que vous pouvez ensuite installer sur l'objet. Donc à partir de là, ensuite, vous pouvez déployer l'objet dans la nature et il va pouvoir donc établir une connexion qui sera autorisée parce que le certificat est enregistré côté AWS. Donc ça, c'est très bien, mais on voit qu'il y a un lien de dépendance directe entre la chaîne de fabrication et AWS. Ce qui veut dire que si jamais il y a une coupure de connexion ou des latences qui sont un peu variables, et c'est le cas notamment dans le cas où on a un site de fabrication qui se situe en Asie ou en Chine, on a des problématiques réseau, on veut éviter d'avoir ce lien de dépendance fort. Donc on a d'autres approches. Une des autres approches, ça va être déjà de dire, plutôt que d'utiliser l'autorité de certification qui est dans AWS, je vais utiliser ma propre autorité de certification. Donc ça, vous pouvez l'acheter auprès d'un vendeur, ce qui vous permet en local, sur le site, de générer vos propres certificats avec la clé privée associée. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez installer ces certificats sur les objets. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'à un moment donné, alors de manière asynchrone, donc ça n'a pas de lien direct sur la chaîne de fabrication, mais à un moment donné, il faut enregistrer ces certificats côté AWS pour que, au moment où l'objet tente de se connecter, il faut que le certificat soit connu et validé donc par AWS. Et ça nécessite donc aussi d'enregistrer votre autorité de certification sur AWS au préalable. Pour aller encore plus loin, et je vais m'arrêter après sur la gestion des certificats, on a aussi ce qu'on appelle le Just-in-Time Registration. Là, l'idée, c'est, encore une fois, d'utiliser vos propres autorités de certification et de l'enregistrer sur AWS, mais cette fois-ci avec un flag spécifique qui s'appelle Auto Registration Status et qui va permettre d'avoir ce type de workflow. Donc vous générez toujours vos certificats sur le site de fabrication que vous installez sur l'objet. Et au moment où l'objet va tenter de se connecter sur AWS IoT, AWS il va voir arriver un certificat qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'a pas été au préalable enregistré. Mais par contre, il sait qu'il a été signé par une autorité de certification que AWS IoT connaît, puisque l'autorité de certification aura été au préalable enregistrée. Et en plus, cette autorité de certification, elle a un flag Auto Registration Status à Enabled. Donc dans ce cas-là, AWS IoT va déclencher automatiquement l'exécution d'une fonction lambda ici, qui est votre code, votre fonction qui peut être développée en Python, Java ou autre, et qui, elle, va décider si oui ou non il faut activer le certificat. Donc pour une raison ou pour une autre, vous pourriez décider de ne pas activer le certificat. Imaginons que vous avez une base des objets qui ont été volés, perdus. Vous pouvez décider de ne pas l'activer. Par contre, si tout se passe bien, vous l'activez automatiquement, ce qui fait que les objets peuvent communiquer. Donc voilà pour la partie sécurité.
Je vais rentrer maintenant dans d'autres composants d'AWS IoT. Donc on l'a vu en introduction, on a aussi la fonctionnalité de Device Shadow, donc qui vous permet d'avoir l'état de chacun de vos objets sur le cloud. Alors comment ça marche ? Le principe, c'est que dans Device Shadow, vous allez pouvoir avoir une espèce de data store, donc la possibilité de stocker des documents Shadow qui vont contenir principalement deux valeurs. Première valeur, c'est l'état reporté. Donc là, c'est l'objet qui reporte son état. Il dit « je suis dans tel état ». Ce qui va permettre derrière d'avoir des applications mobiles ou web qui permettent de consulter l'état des devices, même si au moment où l'appli a besoin d'informations, même si l'objet est offline, peu importe, on a cet état qui est stocké sur le cloud. Et de la même manière, si depuis mon application, je veux changer l'état de mon objet, je vais passer par ce document de Shadow qui va me permettre derrière donc, de diffuser l'information à l'objet qui va changer son état en local et à nouveau, puisqu'il a un nouvel état, reporter son nouvel état sur le Shadow. Donc voilà un exemple à droite de document Shadow. Donc on retrouve les deux valeurs dont je viens de parler, l'état reporté et l'état désiré. Donc on voit ici qu'on peut avoir plusieurs senseurs, plusieurs actuateurs sur le même objet avec des valeurs différentes. Et on voit aussi que par défaut, le Device Shadow va générer un attribut qu'on appelle delta et qui, comme son nom l'indique, est un différentiel entre l'état reporté et désiré. Et on voit aussi qu'il y a un champ version. Alors pourquoi on a un champ version ? Donc ce champ il est incrémenté automatiquement par le Shadow. Et ça va permettre, notamment dans le cas où on enverrait des messages dans un mauvais ordre, parce qu'il n'y a pas de garantie d'ordre dans la livraison des messages, ça permet à l'objet de savoir si, oui ou non, il doit ignorer une version de Shadow, sachant qu'il a déjà traité une version qui est plus récente. Il va reposer donc sur ce champ version. C'est dans le cas, alors j'ai eu une question, que veut dire état désiré ? Imaginons, donc là on a cet exemple là d'objet qui contient une LED et un moteur. J'ai mon application compagnon mobile qui me permet potentiellement de changer la couleur de mon objet. Donc depuis mon application, je vais lui dire, voilà, la LED est en rouge, mais maintenant je la veux en bleu. Donc je change l'état. Et donc je désire changer l'état de l'objet. Et ce nouvel état désiré va être intercepté et traité par l'objet lui-même pour se changer en local. Et donc pour finir, on a le Rules Engine, donc qui joue vraiment le rôle d'orchestrateur dans AWS IoT. Donc dans le Rules Engine, vous pouvez configurer des règles qui vous permettent de filtrer les messages. Donc par rapport à des topics spécifiques, vous pouvez aussi filtrer les attributs qui vous intéressent. Et on va voir aussi qu'on peut transformer les messages donc à travers l'utilisation de fonctions. On a un peu plus de 60 fonctions qui sont disponibles pour manipuler des entiers, des chaînes de caractères, générer des ID, des timestamps, etc. Et donc là, après, une fois qu'on a filtré, transformé les messages, on peut décider de quelle est l'action que je veux déclencher. Donc c'est soit j'envoie le message sur un autre topic, dans le cas où on parle d'une communication d'objet à objet, soit je transmets le message sur un autre service, un autre système, typiquement donc de l'analytics, des solutions métiers. On voit aussi qu'on a la possibilité de prédire directement au sein des règles du Rules Engine. On a une intégration possible avec Amazon Machine Learning qui va permettre de prédire des informations directement dans les règles. Donc voilà les différents types d'intégration native entre AWS IoT et les autres services AWS. Donc par exemple, je peux décider pour chacun des messages qui ont été filtrés, sélectionnés, d'invoquer une fonction lambda. Donc ça, c'est très pratique, à la fois pour faire des calculs d'agrégat en temps réel, mais aussi, généralement, on va l'utiliser dans le cas où on veut alimenter une autre solution. Que ce soit une solution en SaaS ou on-prem. Si on veut sortir la donnée sur un système et alimenter un autre système, on va généralement utiliser Lambda, en tout cas dans le cas où on veut intégrer la donnée plutôt en mode fil de l'eau, en mode temps réel. Ensuite, on voit que finalement on retrouve tous les services de stockage et de messagerie et de compute sur AWS qui vont permettre de faire de l'analytics, notamment donc du S3
qui va me permettre d'avoir derrière des systèmes batch analytics ou interactifs avec des clusters Elastic MapReduce ou Redshift, et aussi du Kinesis qui lui va me permettre de faire du real-time analytics. Donc voilà un exemple de règle qu'on configure dans le Ruse Engine. Donc vous voyez que ça ressemble à, c'est du SQL. Donc on retrouve les fameuses clauses select from where. Alors on n'a pas le where ici, mais on peut le faire. On a la possibilité de définir des conditions. Et ici, donc on va définir en from le ou les topics qui m'intéressent, que je veux analyser. Le select, c'est là où je vais filtrer sur les attributs qui m'intéressent dans le payload de message. Et c'est là aussi où je peux exécuter des fonctions qui me permettent d'enrichir, d'alimenter le payload avec de nouvelles informations. Typiquement ici le nom du topic et le timestamp. Et derrière, donc, je vais décrire les actions qui me permettent de router les messages vers un autre service. Et là, typiquement, on a une action qui va permettre d'automatiquement indexer les messages sur un cluster Elasticsearch. Donc voilà pour ce pilier cloud. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, ça fait à peu près 2 ans qu'on a sorti le service. Et depuis, on a appris qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on ne pouvait pas directement traiter avec AWS IoT. Les différents cas d'usage dont je parle, c'est notamment, il y a certains contextes pour lesquels on a besoin d'avoir une latence extrêmement faible dans les communications entre les objets. C'est-à-dire des latences où on ne peut pas se permettre de faire un aller-retour vers le cloud. On parle de latence plutôt de l'ordre de la microseconde plutôt que de la milliseconde. Il y a certains cas d'usage où les objets eux-mêmes vont générer une très grande quantité de données et pour autant on n'a pas envie de tout envoyer systématiquement sur le cloud parce que ça a des coûts, notamment en termes de bande passante. Et il y a d'autres cas d'usage aussi qui, d'un point de vue réglementaire, m'imposent à conserver les données en local et de ne pas transmettre toutes ces informations sur AWS. Donc pour tous ces cas d'usage-là, on a sorti donc Greengrass, qui est un service qui est composé à la fois de services web, avec une API comme tous les autres services sur AWS, mais aussi d'un software, d'un logiciel que vous pouvez installer donc sur un hardware, alors que nous, AWS, ne fournissons pas. C'est quelque chose que vous pouvez fabriquer et gérer vous-même, et notamment travailler avec un de nos partenaires comme Intel pour le faire, et pour lequel vous allez retrouver un certain nombre de fonctionnalités d'AWS IoT. Donc ici, vous retrouvez dans ce software la capacité à avoir un broker MQTT local. Donc sur le site de production, ou dans la maison, ou dans la voiture, vous avez cette capacité de routage des messages d'objet à objet, sans passer par le cloud. Vous retrouvez la notion de shadow, qui vous permet de stocker l'état de vos objets, et une capacité d'exécution de fonctions lambda en local, qui vous permet d'avoir le même modèle de programmation sur le cloud et at the edge, c'est-à-dire vraiment déployé auprès des objets connectés. Et on va reposer sur le même mécanisme d'authentification à base de certificats. Voilà, j'en dis pas plus, je vais laisser Jamal de la société Intel revenir plus en détail là-dessus, notamment sur un retour d'expérience client intéressant. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Jamal Ali Youssifi, donc je suis Senior Application Engineer chez Intel. Donc, je suis basé à Paris. Je travaille avec une dizaine d'ingénieurs sur des projets IoT, impliquant essentiellement des industriels, des SV et des fournisseurs de solutions cloud comme Amazon. Dans cette présentation, je vais présenter un projet que Intel a développé pour une société minière en Australie utilisant la technologie Greengrass. Mais auparavant, je vais faire une petite introduction. Donc oui, ça fait pratiquement une douzaine d'années que Amazon et Intel collaborent ensemble pour fournir des outils à des développeurs professionnels pour pouvoir connecter leurs devices et envoyer les data vers le cloud d'une façon bidirectionnelle et surtout sécurisée. Et Intel, c'est très important, a développé des SDK pour AW Greengrass qui ont été déjà enablés et testés
et testé sur différentes plateformes que je vais présenter plus tard. Donc on l'a testé avec des briques logicielles et surtout des capteurs. Donc on a une liste de capteurs et de gateways qui sont déjà testés et validés. Et parfois on a juste le choix, on a juste choisir les devices qui nous intéressent et écrire l'application qu'il faut pour son projet. Pour le langage de programmation, pour toutes les librairies, Intel fournit tous les rapports pour tous les langages possibles, que ce soit du C, du Python, du Java et de Node.js. Moi, personnellement, sur l'ensemble des projets sur lesquels je travaille, on utilise souvent le Node.js. Node.js, pourquoi? Parce que c'est un langage interprété. On n'a pas besoin de compiler tout ça, donc c'est très facile à mettre en place. C'est un langage facile à utiliser et surtout qu'il est asynchrone, donc ça ne bloque pas l'application. Donc moi, c'est un langage que je conseille pour l'utilisation, surtout pour tout ce qui est les projets proof of concept. Donc tout ce qui est Intel aussi était très impliqué dans tout ce qui est Alex Voice Services. Donc Intel a déjà développé un Speech Enabling Dev Kit qui permet le contrôle de voix pour ce type de device et qui permet aussi aux fabricants de pouvoir optimiser et sécuriser le développement des devices à base de cette technologie. Ça, je vais passer parce que voilà. Ça, c'est vraiment l'architecture end-to-end pour tout ce qui est AWS. Donc oui, donc il y a dans la côté Edge, ça c'est côté Edge et ça c'est côté cloud. Donc ça c'est le côté cloud côté AWS et en bas on a deux clouds. On a un cloud Intel aussi. Pourquoi ce cloud-là? Parce que ça permet de provisionner la gateway qui est sur le Edge, c'est-à-dire pouvoir changer le firmware à distance, mettre à jour certains briques logiciels sans l'intervention sur le Edge, depuis le cloud. Et surtout, c'est aussi pour tout ce qui est le boot. C'est-à-dire que ça va assister les gateways pendant le boot pour sécuriser le boot. C'est-à-dire une communication. Dès que les gateways vont booter, vont communiquer avec le cloud côté Intel pour sécuriser le boot. Et après, on a l'AWS IoT Platform qui est basé ici côté cloud. Et ici, on a le Edge. Côté Edge, on a différentes choses. On a bien sûr les senseurs et les capteurs et les activateurs qui sont connectés. S'ils n'ont pas d'intelligence, il faut qu'ils soient connectés à des microcontrôleurs pour pouvoir traiter les données venant de ces capteurs-là et les envoyer vers les gateways. Aussi, on peut aussi trouver des senseurs où on n'a pas besoin de cette intelligence, on n'a pas besoin d'autres composants hardware. Par exemple, si vous prenez des lampes Bluetooth, les lampes Bluetooth pour directement communiquer avec les gateways. Parce que la gateway, elle dispose de Bluetooth, donc on n'a pas besoin d'intermédiaire entre les deux. Par contre, pour un senseur, un capteur de température, on a forcément besoin d'un MCU pour pouvoir lire la valeur et les envoyer vers la gateway. Donc la gateway, c'est un agrégateur, donc c'est elle qui va récupérer les données vers des capteurs, faire un pré-processing avant de les envoyer vers le cloud. On n'a pas, pour optimiser la bande passante, on n'a pas à tout envoyer vers le cloud. Donc il y a un pré-processing qui va être fait des gateways avant d'envoyer vers le cloud. Pourquoi? Parce que parfois on n'a pas la connectivité, ou on a une connectivité très faible, ou le coût de la connectivité est très élevé. Donc la plupart on a vraiment un pré-processing qui fait dans le gateway. Et on a un ensemble de gateways où Intel a enablé Greengrass avec une SDK. Donc le SDK, il va tourner dans la gateway, c'est le core de Greengrass Core, et sur les devices, on peut installer ce qu'on appelle le AWS SDK. Donc c'est pas le core, mais chaque device qui communique avec les gateways doit installer ce SDK. Et donc là, on a ce qu'on appelle un groupe. C'est-à-dire qu'ici, tous les éléments peuvent communiquer ensemble sans besoin du cloud. Donc il y a une communication locale et la plupart de nos softwares
de notre software arrive avec ce qu'on appelle des récipients Yocto. Donc, si vous êtes familiarisé avec Yocto, donc c'est vraiment très facile de les intégrer dans une image Linux. Donc, nous, on fournit vraiment tout ça en open source, forme de récipient Yocto, avec la documentation qu'il faut. Donc là, il y a... Vous avez une question sur cette partie-là? Ah, Smith. Donc là, je vais... Donc là, c'est vraiment la partie présente un peu tout ce qui est sécurité. Je vais passer rapidement. Juste vous dire un point important sur la partie ce qu'on appelle IE-PID. IE-PID, c'est une nouvelle technologie d'Intel qui est introduite depuis 2008 dans les chips pour tout ce qui est sécurité. Parce qu'avant, l'utilisation de la clé publique et la clé privée pose deux problèmes. C'est que lorsqu'on utilise la clé publique, on a besoin d'avoir un certificat et le certificat contient l'identifiant du propriétaire de la clé publique. Donc c'est facile de remonter, d'avoir des informations sur le détenteur de cette clé publique. L'autre problème, c'est que la révocation de la clé privée, c'est très difficile à mettre en place. Et donc, ces deux problèmes-là, parfois, ça vraiment pose un problème d'anonymat et tout ça pour la gestion de ce qu'on fait l'identification et la cryptographie avec clé publique, clé privée. Et donc, Intel, il a introduit une nouvelle technologie qui s'appelle EID, basée sur, c'est vraiment une solution hardware. Et vraiment, toutes les transactions sont d'une façon anonyme et la révocation des clés est très facile à faire. Et donc, ça a été introduit dans tous les chips de Intel depuis 2008. Ça, c'est les écosystèmes. Et voilà, je vais vous montrer d'un projet, des projets. Avant de parler des projets qu'on a fait ensemble avec la société Rio Tinto, je vais vous dire deux choses. On dispose d'un IoT Dev Kit. Intel fournit un IoT Dev Kit, donc avec la partie hardware, une plateforme Arduino et un ensemble une SDK. Une SDK qui comporte tous les capteurs qu'on a validés. Donc ça, vous trouvez sur Internet vraiment l'ensemble avec le dev kit est disponible. Et surtout ici, on a l'ensemble des gateways sur lequel on a enablé Greengrass. Et sur ces gateways-là, il y en a deux qui sont vraiment... C'est la Advantech, c'est ce qu'on utilise pour le projet... qu'on utilise pour le projet que je vais parler tout à l'heure, c'est ce qu'on utilise vraiment beaucoup dans nos projets. C'est une gateway Advantech, c'est un dual core, surtout de USB, HDMI, VGA, 4 Go de RAM, 250 Go de disque dur, et surtout du 3G, un modem LTE intégré. Donc c'est vraiment très pratique pour ce genre de projet. C'est la même chose fournie par Dell, mais sauf que la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de modem LTE intégré. Passer là, rapidement. Voilà. Donc le projet qu'on a développé avec Rio Tinto, c'est un groupe anglo-australien. C'est un groupe mini anglo-australien. Donc la plupart des usines sont basées en Australie. Et donc l'entretien de ces engins, ça coûte vraiment trop cher et cela dépend vraiment de l'état des routes. Et donc, parce que rien que par exemple un pneu pour ce genre de camion, ça coûte 45 000 euros. La connectivité, c'est une ressource importante qu'il faut optimiser et la rendre disponible. Et donc le but de ce projet-là, c'est d'avoir une carte en temps réel de l'état des routes et de ce qui est connectivité pour pouvoir router les engins vers les zones où la route est bonne et où la connectivité aussi est bonne pour pouvoir communiquer. Et donc, sur chaque plateforme, on a cette gateway-là, donc Advantech, et on a aussi des capteurs de GPS, de pression et autres, et les données sont envoyées en temps réel. Donc, les données sont envoyées en temps réel au cloud. Et donc là, on a
l'application est hébergée par le cloud d'Intel, de Amazon, donc le Elastic Compute Cloud, donc le ECE2. Et aussi, juste pour votre culture générale, celui-là, le Amazon Route 53, c'est un DNS très performant d'Amazon qui permet de router les messages AWS et aussi les messages qui ne sont pas AWS. C'est vraiment un DNS très performant. Et ici, on a la gateway avec le AWS Greengrass qui fait l'analytique en local dans la partie Edge, qui fait du processing et qui fait du role engine. Donc le role engine peut être ici pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut au niveau Edge et pas le faire aussi au niveau cloud. Oui. Et les sensors, c'est quoi? C'est les photos de la route? Les sensors, c'est un sensor de GPS pour donner la position au cloud où se trouve l'engin et aussi la pression pour savoir quel est l'état de la route. L'état de la route, c'est comment? Avec quoi? Parce qu'on a les accélérations. Si on voit que les axes X, Z changent beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des accéléromètres qui permettent de dire, OK, ces accéléromètres, voilà, c'est des accéléromètres, les accéléromètres plus la pression, plus voilà. Les accéléromètres permettent de nous dire quel est exactement l'état de la route. Et le truc de shadow est très important. Pourquoi? Parce que imaginez que on doit, par exemple, à un moment donné, si la route n'est plus bonne, on doit envoyer la nouvelle route à un engin qui est sur le engin. Et si la connectivité elle disparaît, donc il faut garder l'état sur le cloud. Et que dès qu'on revient à la connectivité, il faut communiquer tout l'état de la nouvelle route au camion pour qu'il puisse justement aller vers la bonne route, là où il y a la connectivité, et surtout que la bonne route. Et ça, c'est le shadow. C'est-à-dire que ça permet, dans le cloud, on a vraiment une image de l'état déjà du véhicule avant et l'état qu'on souhaite donner au camion. Parce que si on perd encore la connectivité, donc il faut qu'il y ait une image quelque part. Et d'un coup, la connectivité revient, on applique la règle ici. Donc là, on voit ici, sur le cloud, il y a un dashboard qui permet pour chaque engin de dire quel est l'état du Wi-Fi, le 3G, okay, et aussi on voit ici les accéléromètres. X, et là, le role engine peut nous dire, OK, quand l'accélération à tel niveau, ça, OK, là il faut éviter, cette route n'est pas bonne. Donc là, c'est là où intervient le role engine. Parce qu'on a un ensemble de règles, par exemple pour la connectivité, si on dit que c'est un exemple de la connectivité, c'est par exemple si on dit que si le signal il est inférieur à 20, donc tout ça c'est programmable côté role engine, cette route-là n'est plus bonne, il faut l'éviter. Donc tout ça c'est vraiment le rôle, c'est important de role engine, qui est vraiment sur sur le edge. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Après, il faut parce qu'il y a dans la gateway, il y a aussi des storage dans la gateway. Rapidement. Et la connectivité, parce que on peut tout stocker sur le fog, sur le compute. Et après, dès qu'on a une disponibilité, par exemple, imaginez que on a du Wi-Fi et on peut pas l'envoyer sur le 3G. Dès qu'on arrive, en zone où il y a le Wi-Fi, on peut imaginer d'envoyer les vidéos. Donc tout ça, c'est programmable. Je suis vraiment désolé, mais là on est en train de me dire assez précisément qu'il faut qu'on arrête, on a dépassé le temps imparti. Par contre, n'hésitez pas, nous on est disponible toute la journée, nous équipe AWS sur l'Innovation Hub, et Intel est également présent avec notamment un focus sur ce projet-là. Donc il y aura toutes les personnes qui seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.